On poursuit ce Lex Inside et on va parler des conséquences des instabilités européennes et mondiales sur la sécurité juridique avec mon invité Jean-Nicolas Sauret, associé au sein du cabinet Advent Altana. Jean-Nicolas Sauret, bonjour. Bonjour Arnaud. L'instabilité géopolitique mondiale croissante favorise l'insécurité tant économique que juridique. Alors, où investir sans risque hors États-Unis? Alors il est certain que la sécurité juridique aujourd'hui est vraiment mise à mal. On le voit bien par l'actualité même, hein. L'ambassade des États-Unis en France a diffusé une lettre à un certain nombre d'entreprises leur disant si vous continuez une politique de diversité et d'inclusion, possiblement vous ne pourrez plus travailler avec le gouvernement américain. Bon, donc ça montre quand même qu'il y a une insécurité absolue. Et donc on se dit où est-ce que je peux investir aujourd'hui? Euh, Traditionnellement, investir aux États-Unis, c'était une sorte de havre formidable. Aujourd'hui, on n'est pas complètement sûr que ce soit parfait pour tout le monde. Investir en Afrique, c'est risqué. Investir en Chine, les investisseurs européens et occidentaux ont tendance à avoir réduit leurs investissements. Investir aux États-Unis, c'est incertain. Donc l'Europe se positionne comme un marché fantastique avec ses 450 millions de consommateurs et une stabilité et une sécurité juridique qui rassure. Alors pourquoi justement l'Europe offre une sécurité juridique que les États-Unis n'offrent pas? Alors, on a un certain nombre d'éléments qui sont importants et qui sont essentiellement issus de la réglementation et de la Commission européenne, hein. On voit bien que le travail de la Commission au niveau européen donne une sécurité juridique et en fait donne une avance à l'Europe en matière juridique. Euh, Plusieurs exemples. Le premier, qui est le plus récent, c'est l'intelligence artificielle. L'Europe est le seul continent à avoir une réglementation sur l'intelligence artificielle. Et on voit bien que c'est un moyen de sécuriser les acteurs. Et alors comment ça se passe? L'IA Act, qui est entré en vigueur, nous dit par exemple qu'un certain nombre de pratiques sont inacceptables, jugées inacceptables par la Commission et par la réglementation. Par exemple, le fait de mettre en place des mesures de police prédictive, hein, vous avez vu Minority Report comme moi, Tout à c'est fait. interdit. Le fait, plus pour les entreprises, de surveiller l'attitude des collaborateurs au sein de leur activité professionnelle quotidienne, ça c'est interdit aujourd'hui pour essayer de détecter leurs émotions, si vous voulez. Bon. D'accord. Et donc, sur ces éléments-là, la Commission européenne, en fait, est en avance. Alors, certains disent ça vient freiner le développement de l'IA, mais en réalité, ça ne freine pas le développement technologique, ça freine l'utilisation déviante que l'on pourrait en faire. Voilà. Alors que dans le même temps, il y a un mouvement de dérégulation aux États-Unis. Ah ben absolument. L'IA n'est pas du tout réglementée. Si on voit par exemple un deuxième cas, ce sont les données personnelles. Les données personnelles qui sont avec le RGPD, hein, qui est en vigueur depuis plusieurs années en Europe, et qui s'exportent à l'étranger en réalité. Il a presque une portée extraterritoriale. À l'inverse, aux États-Unis, la protection des données, elle est beaucoup plus faible. Je parle évidemment pas de la Chine, qui est un monde à part. Mais aux États-Unis, vous voyez par exemple que le DOGE, hein, le Department of Efficiency, hein, Government Efficiency, a pu avoir accès à des données de santé des patients. Ce qui en France serait totalement impossible. Alors, on est vigilant un peu avec le développement de Doctolib et le dossier médical, mais n'empêche que on a une réglementation qui rassure, qui protège en réalité, ce qui n'est pas le cas partout, ou en tout cas les choses ne sont pas du tout aussi réglementées et aussi claires que dans l'Union européenne. Et dans le même temps, il y a également une montée en puissance des nationalismes dans ce contexte international. En quoi ces tentations nationalistes en Europe sont autant d'entraves à la sécurité juridique européenne? Alors, il est certain on le voit bien hein, au niveau politique, mais aussi au niveau économique, et l'un est souvent lié à l'autre. On voit bien des tentations de nationalistes, effectivement, de repli un peu sur soi, alors que l'Europe aurait plutôt une vocation contraire, hein. Et nous, en tant que cabinet d'avocats, avec 700 avocats en France, en Allemagne et en Italie, on est bien placé en fait hein, pour voir cette évolution. Effectivement, on voit par exemple dans le contexte de la réglementation sur les investissements étrangers. On travaille beaucoup sur ces sujets-là et on voit une réglementation qui évolue pour devenir de plus en plus restrictive et de plus en plus... Elle embrasse en fait de plus en plus d'activités et donc, typiquement, en France, le ministère de l'économie et des finances peut contrôler de plus en plus d'activités
Au départ, il n'y avait que la défense, hein, c'est bien logique, la défense. Que les secteurs dits stratégiques. Les secteurs stratégiques, la souveraineté nationale. Aujourd'hui, si vous faites de la recherche en biotechnologie ou de la recherche et développement sur des équipements d'énergie renouvelable, par exemple, vous entrez dans le champ de la réglementation. Mais ce qui est très difficile, c'est que la réglementation est rédigée de manière tellement large qu'en fait, elle est un peu catch-all. Et donc, en fait, vous avez là une sorte d'insécurité juridique qui se crée, parce que vous n'êtes parfois pas sûr d'être dans le champ de la réglementation ou pas. Donc en définitive, il y a plein de contraintes qui empêchent la sécurité juridique. Ah ben exactement. Alors l'Europe quand même est vigilante, hein, puisque typiquement sur les investissements étrangers, il y a un contrôle au niveau européen, en tout cas ce qu'on appelle un screening européen, qui peut-être arrivera à harmoniser, comme ça a été le cas dans de nombreux autres domaines. Si je prends le domaine du droit de la concurrence, par exemple, le contrôle des concentrations, totalement harmonisé au niveau européen. Certes, il y a des réglementations nationales qui viennent s'intégrer, mais on avait jusqu'à récemment une vision très claire de savoir quelles opérations d'acquisition ou de fusion devaient être soumises aux autorités pour contrôle au titre du contrôle des concentrations. Il y a des seuils très faciles à identifier. Alors pourquoi c'est moins clair maintenant ? C'est moins clair parce que la Commission européenne a tenté de passer sous son contrôle et un certain nombre d'opérations qui étaient en dessous des seuils. Pourquoi ? Pour empêcher ce qu'elle appelle les killer acquisitions, des acquisitions de sociétés de taille plus petite mais stratégiques. Mais la réalité, c'est que cette tentative-là, elle a été bloquée par la Cour de justice de l'Union européenne parce que, justement, ça ne donne pas la sécurité juridique, ça fait perdre la sécurité juridique dont les acteurs économiques ont besoin pour savoir dans quel environnement ils évoluent en réalité. Alors, en plus, dans cet environnement, on va dire, difficile pour la sécurité juridique, il y a une guerre commerciale lancée par Donald Trump avec des droits de douane exorbitants dans beaucoup de domaines. Alors c'est certain, et notamment dans le domaine de l'automobile, hein, puisque viennent d'être annoncés des droits de douane de 25% dans le domaine de l'automobile pour toutes les voitures qui seraient fabriquées en dehors des États-Unis et commercialisées aux États-Unis. Donc évidemment, ce qu'essaye de faire Donald Trump, c'est d'inciter les investisseurs à fabriquer aux États-Unis, bien sûr. Mais du coup, la question, c'est quelle va être la réplique ? Pour l'instant, la réplique de la Commission européenne et de l'Union européenne est relativement mesurée. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de ne pas entrer dans une surenchère, bien sûr. Bien sûr. Mais ça crée une incertitude absolue pour les acteurs économiques. Ça change tous vos plans. Comment vous allez, si vous êtes constructeur, qu'est-ce que vous allez faire demain vis-à-vis du marché américain ? Est-ce que vous allez construire là-bas ? Est-ce que vous en sortez ? Est-ce que vous faites autre chose ? Est-ce que vous vous recentrez sur d'autres parties du monde, par exemple ? Alors aujourd'hui, les entreprises, pour finir, que vous côtoyez, elles ont peur de cette insécurité juridique ? Alors absolument, hein. On voit on sent une fébrilité. Hein. Et si je prends par exemple un exemple d'un certain type d'entreprise que sont les cabinets d'avocats, on a eu un certain nombre de cabinets d'avocats aux États-Unis même, hein, qui ont été bannis par le gouvernement américain parce qu'ils avaient été dans le camp démocrate. Bon. Et donc aujourd'hui, il y a des actions qui sont engagées sur le fondement de la Constitution américaine pour essayer de lutter contre leur bannissement en réalité et de dire non, en fait, les mesures que vous prenez, elles sont contraires. Mais ces cabinets, ça leur fait un tort incroyable. Et donc, vous voyez, nous, au niveau européen, je pense qu'on est quand même beaucoup plus raisonnable, ou en tout cas aujourd'hui, on est dans un environnement qui juridiquement est beaucoup plus stable et donc qui donne de la prévisibilité. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Nicolas Sauret. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Advent Altana. Merci Arnaud. C'est le moment de conclure cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.